Mais c'est très bien, c'est comme ça pour que les gens on soit bien fixés. Oui, justement sur le sujet d'aujourd'hui. Voilà, pour que les gens comprennent très bien ce qui s'est passé. Donc, premièrement, de tout son brillant exposé, qu'est-ce qu'on constate? Un, Olympio, Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été éliminé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire du Togo un pays souverain. Oui. Par le biais de la question monétaire. Il a refusé de signer des accords de coopération. Il a signé que le franc togolais qui devait être battu à Lomé soit arrimé au franc français. Oui. Il a suggéré que lui, il va signer plutôt des accords avec la CE, c'est-à-dire la communauté économique européenne, et non avec la France. Il a parlé tout à l'heure de Deutschmark, vous voyez déjà les ambitions. Oui. Bon, donc à partir de ce moment-là, des gens comme Bernard Debré, parce que l'ancien ministre français de la France d'Outre-mer qui s'appelait Cornu Gentil, à qui, malheureusement, Olympio va faire ses confidences, disant, moi, j'accède à l'indépendance, mais voilà ce que je veux faire. Cornu Gentil donne cette information au gouvernement français, et Debré dit, attention, ce type est extrêmement dangereux pour nous, parce que s'il reçut son coup, cela aura un effet domino sur l'ensemble des pays que nous venons d'octroyer cette indépendance factice. Donc il faut absolument le dégager le plus tôt possible. Donc le scénario est mis en place, Patrick a bien expliqué, et là encore maintenant, première conséquence, vous voyez, pour les questions de souveraineté, la France ne désigne pas sur le moyen pour dégager, pour éliminer violemment tous les patriotes qui veulent vraiment être au service de leur pays. Deuxième élément qu'il faut sortir de cet exposé historique, c'est la complicité qu'il y a entre les puissances occidentales. Olympio, ayant eu vent du fait qu'il y avait des bruits de bottes autour de son palais, se refuge au niveau de l'ambassade des États-Unis. Vous savez que les ambassades sont considérées comme des lieux par excellence où quand on se réfugie là-bas, on est protégé. Oui. Mais c'est l'ambassade des États-Unis qui appelle l'ambassade de France et lui dit, attention, j'ai un monsieur ici dans mon ambassade, qu'est-ce que je fais? Et c'est l'ambassadeur des États-Unis qui livre Olympio à ce boulot. Entre les mains de la France, il faut bien préciser. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel et d'incroyable. Et vous avez remarqué que ce qui s'est passé avec Olympio, c'est-à-dire que les États-Unis, en complicité avec la France, vont éliminer un patriote. Vous allez retrouver par exemple aussi dans le cas de Lumumba, où on va passer par les forces de l'ONU pour faire la sale besogne, donc arrêter Lumumba et remettre Lumumba entre les mains des barbouzes belges, etc. Troisième élément qu'on peut valablement évoquer sur cette affaire-là, c'est la perfidie française. Ils sont toujours d'une lâcheté incroyable, incapables d'assumer leur forfait. Or, on presse, il y a des rapidement de dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors que c'est Métier, justement, qui a tiré les deux balles. On a même que, est-ce que tu essaies de, tu acceptes de mettre un peu sur le boisseau tes prétentions d'une quelconque souveraineté monétaire, on peut encore discuter. Le gars dit jamais. Ou c'est ça, ou c'est rien. On dit, ok, puisque c'est comme ça, la sentence finale va tomber et Métier l'exécute. Ça vous rappelle aussi un peu Oubniobé, qui est arrêté, amené à Yaoundé, jugé. On lui demande, est-ce que tu acceptes de mettre de côté tes prétentions nationalistes et patriotiques? Il dit jamais. On dit, bon, ok, ça va, on exécute. Donc, la France veut une veulerie incroyable, incapable d'assumer ses propres forfaits. Prends donc le voyant Eyadema, dont on dit que la pomme de mer ressemblait à des pagaies, ça peut vous dire le barbouze, la moire. La moire glace, il faut préciser. Alors, il se repent en disant, oui, c'est moi, oui, on va voir ce qu'on va voir, machin. C'était un sergent de l'armée coloniale française qui avait fait les campagnes d'Indochine, mais aussi d'Algérie, M. Eyadema. Donc, voilà donc le personnage. Plus tard, l'épisode de quelques temps là, de président, c'était en fait, c'était pour bien aménager, bien donner des consignes à Eyadema pour qu'il comprenne ce qu'il aura à faire dans le futur. Absolument. Quand Eyadema s'installe, première chose, l'armée, il ethnicise l'armée à un niveau incroyable pour se faire un bouclier. Parce que lui, il voit ce qui va venir. Enfin, oui. La zone, les forces, les armées étaient dirigées pratiquement par les gens qui venaient de Kara, dans le nord, qui avaient complètement bétonné l'armée togolaise. À partir de ce moment, l'armée est au service du frère. On est sûr qu'on a tous les trucs quand même. Deuxièmement,
je reviens toujours au récit de Baptiste Sapak. De Sapak. Nous sommes presque plus de 40 ans dans une république dynastique. Il ne faut pas avoir peur de mots. Du père en fils, on a pratiquement plus de 40 ans de pouvoir. On a plus de 40 ans. N'est-ce pas? De 72 jusqu'en 2020, ça fait déjà 46 ans. Et toujours dans 48 ans. Voilà, 48 ans. Et toujours dans la France-Afrique, ça vous rappelle quel autre pays? C'est le Gabon. Vous voyez comment on essaie toujours d'appliquer les mêmes recettes pour contenir, n'est-ce pas, le statu quo et permettre à ce que la France continue de bien jouer le jeu. Bon. Donc, c'est ça sur le plan historique, ce que le Gabon, la France a décidé pour le Togo. Et, plus grave, on a fait du Togo la Suisse de la France-Afrique. On ne dit pas assez. Le Togo est un paradis fiscal pour la France-Afrique. Toutes les sales besognes bancaires de la France-Afrique passent par le Togo. Justement. Vous vous souvenez, à un moment donné, le jeune Yadema, un peu secoué, avait dit, si moi je suis lâché, j'ai beaucoup de secrets de Savimbi ici. Je vais tout sortir. Les gens ont dit, l'affaire là, il faut faire attention, parce que si ce qu'on connaît entre les relations entre Savimbi, la France et les gouvernements, la sous-région, Camporé ou Faute-Boigny sont dehors, nous sommes cuits. Donc, obligé de protéger le petit. Il vous a raconté comment on casse les verrous constitutionnels, oui. On ramène l'âge à 35 ans, vous voyez, en 2005. Ça vous rappelle aussi notre pays. Parce que même au Cameroun, vous avez cassé le verrou constitutionnel. J'allais vous poser justement la question, est-ce qu'on ne se dirige pas justement de ce côté-là? Non, on n'y est pas encore. Nous sommes dans ce qui existe. Dans ce qui existe. Ne faisons pas un débat sur le sexe des anges. On n'y est pas encore. Alors, voilà. Mais plus grave pour le Togo, vous voyez, c'est un pays de mafia incroyable. Quand vous arrivez à Lomé, vous êtes frappé par quelque chose. Vous voyez, vous êtes à l'aéroport, un balai de petits peepers, ces petits avions-là, oui. Qui atterrissent et décollent. Les jets privés, comme vous aimez, apparemment chez vous au Cameroun, maintenant, si vous n'êtes jamais entré dans un jet privé, vous n'êtes personne. Bon, vous êtes dans le jet privé un balai incessant de jet privé qui monte et qui descend. Mais vous posez la question, quelle est l'activité économique au Togo qui peut permettre un tel déploiement aérien sur leur sol? Alors, c'est après que vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement une affaire de phosphate. Le Togo a aussi ce qu'on appelle le triangle du Togo, qui est la zone offshore où on vend par contrebande de pétrole du Nigeria. Un tiers du pétrole, la production pétrolière du Nigeria est vendue dans la zone offshore du Togo. C'est là où tous les brigands, tous les négociants en pétrole du monde viennent négocier au vu au su de tous le pétrole nigérian qui est vendu dans ce qui se passe en contrebande. Voilà l'Afrique. J'ai un tiers. Vous savez que le Nigeria, premier producteur africain. Donc vous vous rendez compte de ce que c'est en train de dire. Ce n'est pas la gnognotte que la production camerounaise. Donc voilà comment la France-Afrique et leurs amis occidentaux instrumentalisent nos États. Nos compatriotes qui sont à la tête de ces États pour le moment, pour continuer leur business et ne pas permettre à ce que nous pouvons réellement nous développer. Le Togo, c'est un scandale. C'est pour cela que dernièrement, on a vu l'émergence d'un nouveau parti sur le plan politique, le PNP, de M. Tikpa Achadan, qui a déclenché des marches populaires contre, n'est-ce pas, un énième mandat du président Faure Yadema. De raison de mémoire d'homme sur le plan historique, pour un pays aussi petit que le Togo, on n'avait jamais vu des marches aussi monstrueuses. Des milliers et des milliers, voire des millions de Togolais sont descendus dans la rue pour contester le pouvoir de M. Faure. C'est vrai, M. Tikpa Achadan fut suivi plus tard par l'ANC de M. Comment s'appelle encore, l'ancien opposant, éternel opposant à tous les régimes togolais. Mais c'est lui, de Tikpa Achadan, avec son nouveau parti, qui a déclenché le truc. Alors, qu'est-ce qu'on constate? La France, bouche et motus, malgré les exactions, des violences, le nombre de morts inacceptables pour un pays de la taille du Togo. Personne. Mouche. C'est-à-dire bouche et motus cousus, on n'en parle pas. Et puis, M. Yadema continue son petit chemin. La dernière élection n'était que... Une mascarade avec M. Adjo Machin, là, n'était que... Excusez-moi, Abdomel Kodjo, n'était que... L'assignation de résidence. Voilà. Donc, je continue de penser que, en ce qui concerne le Togo est l'une des expressions les plus achevées de la France-Afrique. L'une des expressions les plus achevées de la France-Afrique. On a beau aimer
le président fort comme on veut, on dit quand même qu'il y a un problème. Dans le dernier remaniement ministériel, il y a quand même une curiosité. Il y a une dame qui a été Premier ministre, je ne sais pas Premier ministre ou quoi, mais elle est Premier ministre, mais elle est l'épouse, elle était l'épouse de l'ancien frère de M. Eyadema, avec qui il y a des problèmes. Et avec qui se raconte beaucoup de choses, mais aujourd'hui on la bombarde à ce poste aussi important. On peut également oublier que faut emprisonner son propre frère. Hein. Ah oui, ça, on oublie souvent. On oublie souvent de le dire, qu'il a emprisonné son propre frère. Donc voilà ce qu'on peut appeler des histoires france-africaines, n'est-ce pas? Quand vous entrez dans la mienne de la France-Afrique, il y a des gens qui disent que ce sont des romanciers, mais c'est le moment où vous pouvez écrire des tonnes et des tonnes de bouquins sur ces situations ubuesques, mais qui continuent, et c'est ça qui crée le fait que l'Afrique ne peut pas découler. Quand vous avez des États qui sont comme ça, quand vous avez ces situations dans nos États, quand vous avez encore cette même mise incroyable de la France sur l'ensemble des élites, la majorité des élites africaines, mais il y a un problème. Donc, opposants, comme c'est le cas souvent dans nos opposants, quand quelqu'un est opposant, la première chose, c'est de recevoir l'onction de Paris. Il court à Paris. Paris dit que oui, cette façon, on en a marre de gauche, le prochain président, c'est toi. Alors le gars commence à jongler, on lui pose la question sur le franc CFA, il dit que non, vous savez, c'est très délicat. On lui pose la question sur les accords de coopération, il dit, vous savez... Je vais mieux vous servir. Moi, je n'étais pas là quand ça a été fait. Maintenant, la France-Afrique, je ne sais pas ce que c'était, etc., etc. Et curieusement, il y a quand même des jeunes Africains qui soutiennent ces gens-là. Tu te poses la question, mais est-ce que nous tous, on voit la même réalité? Donc, je pense que on va revenir dans le fond. Dans un instant, ce qui se passe au Togo est révélateur, je continue de dire, du marasme, de la crise profonde des élites africaines, mais surtout de leur degré d'assujettissement vis-à-vis de la France. Et c'est pour cela que ce combat, pour couper ce cordon ombilical, il est plus qu'important aujourd'hui, j'allais dire vital pour la survie de notre continent.